c'est rigolo. Écho de souterrains orchestres, où bat le secret du limon. Est-ce fête au joyeux giron, berceur des racines agrestes? Dans les froufrous des graminées, furtives flammes de briquets, 1000 regards, 1000 criquets se givrent de joie étoilée. Ah, piétiner, buisson d'insectes, fredonner, feuilles et grillons, ma voix serpente en vos chansons, mon pas sans ombre vous respecte. Évelyne Legrand. Évelyne Legrand, absolument. Voilà. Comment as-tu rencontré cette grande dame? J'ai dû la rencontrer dans les années 70-80. Elle faisait partie des récitantes les plus appréciées et elle connaissait personnellement ma mère. Bon, je ne peux pas dire que je la connaisse très bien, mais j'ai pu apprécier un spectacle récent, il y a 2 ans, avec Alain Mignot et le pianiste qui s'est produit, Eugène Trick. Donc je la connais un peu, mais j'ai appris en construisant la soirée commémorative Marie-Claire Dorbet, j'ai appris à l'apprécier encore davantage. Parce que cette dame a littéralement porté le verbe que ta maman avait couché sur papier. Oui, en effet, on peut le dire. Elle a littéralement porté le verbe et je pense que elle était la bonne personne pour cela. D'abord, il fallait une femme, je trouve, il me semble, et puis d'autre part, elle l'avait connue et elle avait la culture générale et toutes les qualifications pour mettre cette œuvre en valeur. Bon, bien sûr, les poèmes de ma mère ont été lus par d'autres personnes qui ont disparu, qui étaient des grandes récitantes, comme Fernande Claude, Suzanne Philippe, Monique Dorcel, etc. Mais voilà, je suis très content que Évelyne ait accepté ce qui s'est avéré une performance, en tout cas selon tous les échos que j'ai reçus depuis la soirée du 4 novembre. C'était magnifique. Donc on a assisté à cette prestation donc, des écrits de Marie-Claire Dorbet. Tu es le fils de Marie-Claire Dorbet. Comment vit-on aux côtés d'une maman qui a peut-être très jeune cette notoriété? Tu en es conscient, inconscient? C'est une vie à part qu'elle a? Comment découvres-tu? Quand j'étais petit, bon, ma sœur est née très vite après moi, et nous étions donc, avant de fréquenter l'école maternelle, ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs, c'était un trimestre, donc nous étions à la maison et notre mère était installée à la table de la salle à manger, nous jouions du côté living, elle fumait des cigarettes à l'époque et elle travaillait sur une très vieille machine à écrire et elle lisait à haute voix ses poèmes pour voir si ça tenait la route. Et je me souviens lui avoir dit quand est-ce que tu auras fini tes poèmes, etc. Sous-entendu, occupe-toi un peu de nous. Mais elle s'occupait très bien de ses enfants. Et alors elle m'a répondu c'est important, tu verras, tu en écriras aussi quand tu seras grand, sans doute, quelque chose comme ça. Tu viens de dire quelque chose qui me touche à haute voix. J'ai habité, comme tu le sais, à Knock pendant des années, et j'ai eu l'occasion de croiser à Knock sur la plage tôt le matin des personnages, que ce soit des comédiens, des poètes ou des écrivains. Ces gens, le matin, se promenaient le long de la plage et récitaient à haute voix leurs pensées de la nuit. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça, et je pense aujourd'hui que les poètes ont intérêt à se réciter à haute voix pour peut-être introduire davantage de musicalité dans leur écriture. Et
peut-être qu'il faut passer par la phase verbale dans la fabrication d'un recueil de poèmes. Et je ne crois pas qu'ils le font tous. Non, parce que justement, c'est ce grand manque d'exercice-là qui fait que lorsqu'il y a des lectures publiques, ces gens n'ont pas la voix qui porte. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Les auteurs ne sont pas nécessairement de bons récitants. Il faut faire appel à des professionnels. Mais parfois, un texte écrit peut séduire, et puis une fois qu'il est dit, on a une impression de platitude. L'inverse est vrai aussi. Où avait-elle puisé un petit peu son imagination, son écriture? Parce que je présume qu'elle a déjà baigné, elle aussi, dans un milieu littéraire. Tout à fait. Tout à fait. Bon, comme dans beaucoup de milieux, des milieux musiciens, et ça se fait de génération en génération, si vous regardez Mozart, etc. Donc son père était dans l'entre-deux-guerres un écrivain assez important, mais qui pratiquait un genre non commercial, essentiellement la poésie à partir de 1932, mais aussi le roman et un livre insolite dont on reparlera peut-être, qui s'appelle Le Don du Maître. Donc son père avait un ascendant assez fort sur la famille. Ma mère était l'aînée, ensuite un garçon et une fille. Beaucoup d'amis, artistes, musiciens, peintres, etc., qui gravitaient, qui venaient à la maison, etc. Et la maison d'Ucle, 40 rue des Glaïeuls, où ils habitaient, avait été construite par un architecte, Hamès, c'est un nom. Et donc... qui est le papa de Anne-Michel Hamès. Qui est le grand-père, je pense. Le grand-père, je voilà. pense, oui. Le grand-père. Et bref, le grand-père travaillait beaucoup. Il avait fondé une revue dans les années 1919-1924, la bataille littéraire. Donc il était jeune déjà quand il s'est lancé dans... Elle est née en 1920, son père était né en 1889. Son père était fils également d'un instituteur. Instituteur de campagne, Torrambel-les-Béguines, c'est là qu'il est né. Il y a une plaque, si vous allez à Torrambel-les-Béguines, vous trouverez la plaque ici, Narquis Désiré Joseph de Bouc, dit d'Orbet, parce que son nom civil c'était de Bouc. Et il s'est consacré, comme son père, à l'enseignement, mais il a quitté la campagne, après avoir fait l'école normale à Nivelles, et il est descendu dans les bas quartiers de Saint-Gilles. Il a commencé comme instituteur là, très jeune, je ne sais pas, 18 ans. Et il donnait des cours du soir aux ouvriers aussi. Mais il écrivait déjà des contes, des réflexions, etc. Et puis il a eu un congé accordé par l'échevin de la commune de Saint-Gilles pour faire une étude quelconque, ce qui lui a permis d'aller à Paris pendant un an avec sa jeune épouse, ma grand-mère, qui s'appelait Rose, qu'il avait rencontrée dans le quartier de Saint-Gilles, parce qu'elle venait conduire son petit garçon. Et à Paris, il a fréquenté des milieux artistiques, littéraires, dont par exemple Colette. Il a publié des articles grâce à Colette. Sa signature etc. était déjà d'Orbet à cette époque-là? Non, c'était de Bouc. Et en fait, il est revenu de là parce que il n'avait pas trouvé un gagne-pain, disons, à Paris, et aussi parce que ma mère allait naître. Donc c'est la faute à ma mère s'il est revenu à Bruxelles, enfin, quoique. Et voilà que ma mère est née en 1920. Mais donc mon grand-père était quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui était un instituteur, mais qui avait collaboré sous le journal Le Soir. Puis il a passé un examen d'inspecteur de l'enseignement en 22, je crois. Et à ce moment-là, en 22, il choisit un pseudo pour bien distinguer sa vie civile et professionnelle, le Bouc, et sa vie, sa plume littéraire. Et il va chercher son pseudonyme dans le village natal de sa propre mère, village qui s'appelle Orbet, qui existe toujours, qu'on peut voir en Brabant. Et au lieu de laisser le S au bout du Orbet, il met un X. Le X, c'est un nom qui est né sur X. Il en a connu. Et donc voilà, Le Don du Maître, son livre le plus important, je crois qu'il est derrière moi et qui a été réédité grâce aux éditions Samsa,
qui se spécialise à très bon escient dans la littérature patrimoniale. Donc ce livre est un livre très insolite parce qu'il est narratif, il est poétique, et il décrit l'expérience de la vie d'un instituteur à cette époque-là. Et en même temps, il y a des poèmes là-dedans, et des réflexions générales sur les inégalités sociales, etc. C'était un fin observateur, je trouve. Hein. Bah, si tu as lu son livre, tu as cette impression que moi, je pense qu'il notait beaucoup, et en même temps, il transformait ses observations en matériel esthétique, si je puis dire. Et la personne ne devenait pas rien qu'une personne, il en faisait un personnage. C'est vrai. Il pouvait l'animer. C'est vrai. Il recréait des personnages, mais qui étaient vrais. Oui. Et puis il avait tendance aussi à personnifier des objets qui étaient ça, c'est donner partie du cadre de vie, l'horloge de l'école, etc. Et donc c'est ça qui m'a donné envie de le publier, parce que ce livre a été réédité une dizaine de fois, dans le début des années 40. Et il y avait une très bonne critique, et grâce aux archives du musée de la littérature, j'ai pu retrouver les critiques qui avaient été publiées dans les journaux à l'époque, y compris des journaux en France. Voilà. Et donc, je suis content qu'on ait pu sortir ce livre. Et il y a eu une belle séance à la librairie chapitre 12 au début 2020, et puis tu connais l'histoire, on a fermé les librairies, toute la chaîne du livre s'est arrêtée, et ce livre, alors je ne sais pas très bien comment il a pu faire son chemin dans un contexte aussi difficile, où les libraires étaient démotivés, etc. Enfin, il est toujours disponible. Nous sommes en train d'exciter la curiosité de nos auditeurs, parce que justement, c'est vrai que c'est un très bel ouvrage, qui est très fouillé au niveau, je dis, de la constitution, de la conception du récit. Je veux dire, tu as eu une excellente idée de pouvoir le ressortir. Maintenant, bon, il est toujours là, c'est pas un objet de mode, c'est un objet de consultation. Exactement. Voilà. Il va pas vieillir, il ne peut pas vieillir plus, si je puis dire, mais il reflète une époque. On n'écrit plus comme ça, mais je pense qu'il est comme un cognac qui a bien vieilli. Et alors, en fait, puisqu'on parle de mon grand-père, il y a une quinzaine d'années, j'avais pensé à faire rééditer son roman, Le temps des coquelicots, chez Laborde. mais qui avait d'abord été publié à Paris en 1926, et qui avait été traduit en néerlandais, publié à Amsterdam, traduit par Stijn Stevels, les écrivains flamands qui était son ami. Et puis, ça a été réédité chez Laborde en 1941, ceci, Le temps des coquelicots. C'est un roman de situation de campagne, mais enfin, ça, c'est un vrai roman. Et il y a une quinzaine d'années, je suis allé sonner chez Laborde et je leur ai dit, tiens, est-ce que vous ne voulez pas rééditer ça? Et puis, j'ai eu un long silence, l'absence de réponse pendant 2 mois. J'ai dit, mais enfin, c'est pas si compliqué. Il s'agit que la maison Laborde réédite un livre qui a été publié chez elle, tout simplement. Bon, et ils ont décliné, et donc, voilà, il y a beaucoup à dire sur le milieu des éditeurs en Belgique. Ils n'ont pas jugé ça opportun. Et il y a combien de temps que tu as parlé de ça? Cet épisode-là, c'était il y a une quinzaine d'années. Maintenant, Laborde n'existe plus, donc on pourra peut-être faire quelque chose. Mais on va revenir à Marie-Claire d'Orbay, alors. Tu fais vraiment une belle œuvre pour la littérature. Non, moi je m'amuse. Un petit conte qui est publié à Paris aussi, très jeune. Elle avait un carnet de notes, et donc j'ai lu des notes elle n'était pas un très bonne élève, et après elle est passée dans l'enseignement supérieur dans les années 40, mais elle n'est pas restée. C'était inscrite en philo classique, je crois. Mais en revanche, elle était passionnée de littérature, elle lisait Baudelaire et tous les poètes, etc. Et donc il y a des traces de ces années-là. Le père a un regard critique sur ce que sa fille fait? Oh, sûrement, elle était sûrement fascinée par ce père. Et alors dans ses notes, elle parle de la capitulation, la question royale apparaît, au début elle est pour Léopold, et puis elle dit
Plus tard, il s'en va enfin. Et puis, Donc elle a 28 ans à ce moment-là. En 43, elle a 23 ans. 23 ans, là, oui. Mais son père meurt à 54 ans en 43, malade du cœur, décompensation cardiaque, trop travaillé probablement et mal soigné à l'époque. Bref. Et alors on voit dans ses notes, il y a un blanc après la mort de son père, de plusieurs mois. Une sidération peut-être. Voilà. Et donc elle va peu à peu va se mettre au travail. Elle va travailler au cinquantenaire, la bibliothèque du musée. Et là, elle va rencontrer mon père, qui lui venait emprunter des livres, alors qu'il faisait carrière depuis 1936 à la Caisse Générale d'Épargne et de Retraite. Il préparait un examen et il voulait lire, augmenter sa culture générale, etc. Lui aussi avait commencé sa carrière très jeune. Et mon père était déjà, avait été marié, il avait perdu sa femme d'une méningite foudroyante en 1941. Et donc il avait une petite fille. Et donc je crois que ma mère si vous voulez, trouver à la fois un père et un mari. D'accord, voilà, je comprends. Parce que c'est un homme qui avait prouvé qu'il était père. Et bon, je ne vais pas faire de la psychanalyse de bistrot, mais ça m'a frappé. Donc ils sont mariés en 1946, et elle-même donc a commencé à mettre au point un manuscrit de choix de poèmes qui s'appellerait La source perdue, allusion évidemment à son père. Livre qui sera en 48, mais ma mère était enceinte et elle a perdu son bébé. Elle a eu une petite fille mort-née et après ça elle a fait une dépression assez grave. Elle a dû aller dans un sanatorium en Suisse pour prendre du repos. J'ai vu de la correspondance aussi de cette époque. C'est assez poignant. Et elle n'était pas du tout célèbre, on ne peut pas dire qu'elle avait fait, un tabac dans la presse à cette époque-là, mais il y a par exemple, il y avait des musiciens qui avaient mis ses poèmes en musique. Ça, on n'a pas encore intégré dans une séance, un spectacle, mais on pourrait le faire. Bref, en 1950, alors je suis né, je suis en bonne santé, tout va bien, et ma soeur naît mars 52. Et donc elle va être transformée par cette maternité. Je crois que ça a été très très important pour elle, la maternité et toutes les inquiétudes, toute la bienveillance et toutes les inquiétudes qui vont avec la maternité. Et c'est comme ça qu'elle est devenue une poétesse de la maternité avec ses deux livres, Traces de nous-mêmes, 1955, et Ces mots vivront dans ta vie, 1963. Mais je voudrais souligner que à cette époque, il y avait une véritable éclosion de femmes poètes, ou de poétesses, si on veut utiliser ce mot. Elle s'était liée d'amitié avec Lucienne Desnoux, qui était française, mais qui avait épousé Jean Mogin, un Belge, et qui était donc la bru du poète Norge. Elle s'était liée d'amitié avec Janine Moulin, avec André Sodenkamp, qui a été une figure très importante et qui a préfacé d'ailleurs son livre de 1963. Donc tu es déjà né là. Tu es déjà né. Oui. Donc tu vois déjà ce monde aussi qui commence. Alors je sais qu'elle travaillait beaucoup à ses poèmes, qu'elle avait alors son bureau dans la maison, et d'autre part, commençait aussi à défiler à la maison des gens qui appartenaient à ce milieu. Bon, on a vu l'éditeur Georges Jouliou, par exemple, qui était une figure de l'édition dans l'entre-deux-guerres et aussi dans ces années-là, puis André Derache, puis elle s'est donnée alors beaucoup à des présentations d'auteurs à partir de 1960 environ. Les séances de l'AEB, il y avait 60 personnes à l'époque et c'était des présentations très structurées, elle travaillait beaucoup à ça. Elle a été embarquée dans l'aventure des dîners du journal des poètes, où je vais retrouver dans ses archives des tas de traces de réservations, de restaurants, de gestation des invitations, etc. Mais les dîners du journal des poètes, ça c'est vraiment le genre de truc qu'il faudrait refaire. C'était des occasions
un peu solennelle mais très joyeuse où les poètes se retrouvaient, je sais pas, 3-4 fois par an. On mettait à l'honneur l'un d'entre eux, on lisait des poèmes, et donc c'était des événements littéraires. Il y avait les biennales de poésie, les biennales internationales de poésie, et elle organisait aussi les vacances en fonction de ces biennales qui avaient lieu début septembre. Donc vous partiez à la découverte aussi. Et je me souviens, la biennale de 57, elle avait loué un appartement là, et en 57, il y avait eu la biennale, donc comme arrière-fond d'un séjour à Knokke-le-Zout. Et ça a continué comme ça dans les années 60. Il y a eu aussi des rencontres de poètes au Mont-Saint-Michel. Elle était très amie avec une poète bretonne, Angèle Vanier, qui était aveugle. Et quand elle venait à Bruxelles, elle descendait chez nous, elle logeait chez nous, et on l'aidait au milieu de sa cécité, mais c'était une personne assez fascinante. Bon, il y a eu des tas d'autres gens qui sont venus dîner à la maison, Rossillon, André Gacht, enfin... Te souviens-tu un petit peu des moments d'angoisse quand elle était à la recherche d'un éditeur? Oula! Parce que ce n'était pas facile à cette époque-là non plus. Il y avait beaucoup de poètes qui éditaient eux-mêmes. Ça existe encore, mais par exemple, on n'a pas jugé nécessaire de chercher coûte que coûte un éditeur en 1948. Ça a été imprimé, elle était directement chez un imprimeur, et voilà. En 1955 aussi, je crois, mais c'est mon oncle, son frère, qui a dessiné cette très belle couverture, Traces de nous-mêmes. Je trouve que cette couverture est absolument géniale, et il a décrit les bambini et puis les parents au sommet, mais en même temps il y a un grand bambin qui englobe le tout. C'est très fort, je trouve. Après, elle a été publiée aux éditions des artistes, chez Ouyou en 63, et puis en 69, 70, chez Derache. Derache faisait de très beaux livres. Elle n'a pas eu de difficulté à s'entendre avec Ouyou et Derache. Tu te souviens de ces moments d'émotion lorsqu'elle découvrait ces nouveaux bébés? Où elle l'ouvrait, elle le humait, elle regardait? Tu te souviens de ces moments-là? Je n'ai pas de souvenir particulier de ça. Tu le sais, c'est un moment d'excitation. Elle ne faisait pas de trompette, mais il y avait toujours des articles de presse. Il y en a eu beaucoup. Et c'est une époque aussi, elle était interrogée par la presse féminine, il y avait Libelle, etc. Enfin, c'était une presse assez lue. Et alors on était honorés qu'il y ait des gens qui viennent nous photographier à la maison, etc. Donc on a montré ça, je crois, à l'exposition aussi à la Ferme Rose. Donc on s'est rendu compte que notre mère acquérait une certaine notoriété, mais ça ne la grisait pas du tout. Pas du tout. Je dis, elle n'était pas dans une autopromotion permanente, comme certains peuvent avoir tendance à l'être. Surtout à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, tout le monde veut publier ou se montrer. Ah oui, mais c'était différent à l'époque. Mais tout à fait. Actuellement, les réseaux sociaux, il n'y a plus de journaux qui recensent vraiment les livres de poèmes. À la Libre, ils ne le font plus. Dans le Soir, c'est très rare. Bon, il y a des revues, heureusement qu'il y a des revues qui s'intéressent encore à la poésie. Mais effectivement, les réseaux sociaux sont là pour combler ce vide. Enfin voilà, pour Marie-Claire Dorbet. Oui, mais en ce qui concerne, tu as encore d'autres ouvrages que j'aimerais bien découvrir aussi, qui sont là, parce que ce sont des ouvrages que tu as retrouvés, qui étaient chez toi. Oui, bien sûr. Donc tu vas faire une classification. Tu vas rechercher, je veux dire, les thèmes, tu vas rechercher une chronologie. Comment allez-vous procéder lorsque tu veux sortir l'anthologie? Pour sortir l'anthologie, ce n'est pas une anthologie, c'est l'œuvre poétique complète. Oui. Donc c'était même plus facile qu'une anthologie. Parce que j'ai construit ce livre à 50% avec ma sœur Béatrice. Contrairement au livre sur D.J. Dorbet. Donc ma sœur et moi, nous nous sommes lancés de concert dans la publication de l'œuvre poétique complète. Vous l'aviez à la maison déjà? Ou bien tu as dû faire des recherches?
Ah, nous avions les livres de notre Ah, mère. il n'y en mais avait nous pas qui les étaient avons- disparus ou... Non, encore Non. heureux, mais Encore heureux. il y a des exemplaires très rares. Hein. Par exemple, les traces de nous-mêmes ou la source perdue, ce sont des livres ultra rares maintenant. Mhm. Bref, elle est décédée en 1990, et donc elle avait un manuscrit qu'elle voulait faire aboutir. C'est ça. Et donc elle est décédée avant, et donc je me suis retrouvé avec cela, et on a publié l'année suivante chez Vie Ouvrière. J'ai fait la préface de ce livre, et ainsi était terminé, je dis, l'inventaire possible de son œuvre. On pouvait aussi s'amuser à trouver des poèmes inédits, mais si des poèmes ne sont pas publiés dans un livre, c'est que peut-être elle ne les jugeait pas suffisamment bons pour être publiés, donc on n'en a pas tenu compte. Donc on a cherché à faire, non pas son œuvre complète, parce qu'il y a une œuvre en prose aussi, des conférences, des livres, par exemple sur la poétesse Hélène Dubois. Enfin, il y a toute une œuvre en prose qui n'a pas été reprise. On a mis simplement les livres chronologiquement, depuis 1948 jusqu'à 1991, on les a mis bout à bout pour en faire un ensemble. En gardant les dédicaces, les préfaces dans les cas où il y avait une préface, mais en devant renoncer à certains dessins. Ah, c'est dommage. Par exemple, elle avait, oui, mais on ne pouvait pas reproduire tout ce qu'on voulait, mais elle était amie avec Monique Martin, qui était plus connue sous le nom de Gabrielle Vincent, elle qui a créé les personnages de Ernest et Célestine. Et c'est ainsi que Gabrielle Vincent, Monique Martin, qui habitait Place du Châtelain, je me souviens très bien, mais qui vivait de manière assez reclus, a dessiné et rehaussé de ces dessins certains livres, certains textes de ma mère, de la période des années 80. Et aussi dans le noyau de feu, il y a aussi quelques dessins, je crois, ou c'est dans le dernier livre, oui. Dans le dernier livre qui a été publié à titre posthume, que ma mère a intitulé un peu bizarrement « Devenir la joie du brin d'herbe », mais voilà, par exemple, on voit des dessins tout simples de Monique Martin. Et ça, nous en avons fait notre deuil parce que nous n'avons pas les droits de reproduire ça dans un autre ouvrage. Voilà, mais sinon l'œuvre poétique complète est l'œuvre poétique complète. Nous avons réussi notre pari. C'est un gros livre de 522 pages. Et là, il faut quand même constater qu'il n'y a pas d'aide publique pour appuyer des auteurs décédés. Et il n'y a pas de mécénat ni de subvention pour publier des œuvres complètes. Et il n'y a pas eu d'éditeur qui ait eu envie de se lancer dans une telle aventure. Et donc ma sœur et moi, nous sommes devenus éditeurs dans cette aventure. Et ma sœur, qui a travaillé longtemps à l'Académie royale, notamment, principalement sur les publications de l'Académie, avait une longue expérience de la vérification des textes, de la conception, de la pagination et toute une série de choses de ce genre. Et donc elle s'est beaucoup donnée à cela. Et elle s'est donnée aussi aux archives, parce que la partie archive de l'événement qui a eu lieu le 4 novembre à Uccle, c'est elle qui l'a entièrement réalisé, parce que ça impliquait un travail de sélection très, très rigoureux. Bon, alors, publier les œuvres complètes d'un auteur belge francophone, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'exemples. Et je trouve un peu dommage qu'il n'y ait aucun éditeur qui ne se soit pas spécialisé dans la publication des œuvres complètes de nos auteurs. On peut rééditer certaines œuvres, ça se fait chez plusieurs éditeurs. Je crois qu'il y a eu une édition des œuvres complètes de Maeterlinck, je crois, il y a déjà un certain temps. Maintenant, il y a la famille Bodard, la famille de Roger Bodard est occupée à publier la totalité, avec Samsa, la totalité des œuvres
de Roger Baudard, enfin, si j'ai bien compris que c'est la totalité. Mais il y a aussi les romans de Marie-Thérèse Baudard, son épouse, hein, qui ont été publiés en partie par l'Académie aussi. Bref, je trouve ça intéressant, il me semble, pour les amateurs de littérature, pour les professeurs en romane, etc., et pour les chercheurs, d'avoir tout en un. Bon. Et ici, un livre comme ça, pour 15 €, ce n'est pas excessif, c'est donné. Donc, voilà l'aventure dans laquelle nous allons nous lancer. Et nous avons été très heureux de l'intérêt des revues, des critiques dans différentes revues, telles que la Revue Générale, il y a eu un article dans la Libre aussi, de la revue de Michel Joiret, par exemple. Et voilà une photo qui, à mon avis, est très représentative de l'univers du bureau de Marie-Claire d'Orbet, encore à sa jeune époque. Mais ça me fait penser à une travail, chose. Ça me fait penser à une chose. Derrière, voilà, justement, ça me fait penser à quelque chose. Elle doit avoir une extraordinaire correspondance, parce qu'à ce moment-là, on s'écrivait encore. En effet, et effectivement, sa correspondance est très intéressante, parce que, enfin, pas seulement ce qu'elle-même a écrit, mais elle gardait les brouillons de ses lettres. Donc on a trouvé beaucoup de brouillons des gens à différents endroits en France. Il y a des pépites sûrement encore là-dedans. En Suisse, elle était amie aussi avec Annie Scholz, une poétesse luxembourgeoise qui vit encore, je pense, mais qui était une personnalité très attachante et excellente poète. Oui, il y a un travail. Ah oui, avec la correspondance, il y a des trucs. Hein. Oui, ça je peux le dire. Un archiviste là-dedans. Oui. Bon, on verra ce qu'on peut faire avec tout le reste. Hein. À chaque jour suffit sa peine. Hein, est-ce qu'il y a des enfants qui sont captivés chez toi par ce patrimoine? J'ai 3 fils. Mon aîné a... je crois qu'il a écrit des poèmes, mais surtout il en a fait des chansons et il a sorti un compact disque avec ses chansons. Mais on sent transparaître la veine poétique dans ses chansons, même si beaucoup sont en anglais. Il y a déjà quelques années que c'est sorti. Maintenant, il est dans d'autres aventures. Il n'y a pas un fouineur dans la bande. Non, mais ça ne fait rien. Ça viendra plus tard. Je pense que pour les descendants, on commence à s'intéresser à des trucs comme les arbres généalogiques ou ce qui a été produit dans la famille plus tard. On ne s'intéresse pas nécessairement à ça à 20 ans, mais en même temps on n'est pas contre. C'est-à-dire on ne me dit pas, mais enfin papa ça va pas la tête, qu'est-ce que tu fabriques là, c'est du passé, etc. Ils savent bien d'ailleurs que mon esprit n'est pas particulièrement orienté vers, plutôt orienté vers l'avenir, et de ma plume j'ai encore pas mal de projets, mais vous savez, à un certain moment, en avançant en âge, on regarde un peu dans le rétroviseur et on dit, est-ce que je peux faire quelque chose qui aurait dû être fait, ou qui aurait pu être fait pour mes ascendants. Et voilà, alors je le fais sans être devenu, comment dire, un passéiste ou quoi, mais je me dis que je leur dois peut-être ça. Mon grand-père a par exemple laissé 2 manuscrits impubliés. D'accord. Et ma mère, avant de mourir, enfin durant sa maladie, elle écrit quelque part, j'aurais voulu achever l'œuvre de mon grand-père, de mon père sur ceci, cela, et ça n'a pas été fait. Voilà le genre de truc qui peut encore sortir. Je dois lire tout ça. Après, il faut en faire des documents Word et voilà, PDF, machin. Mais il faut discerner si ça doit être publié ou pas. Mais il y a aussi des republications qui le méritent. Le temps des coquelicots, c'est un très bon roman que les gens qui l'ont lu adorent. Parmi les recueils de poèmes, il y a un recueil de poèmes formidable de 1937, Le village envolé, c'est superbe, c'est fin, c'est délicieux. Il y a des trucs plus lourds, il a voulu faire un livre d'éloges de la reine Astrid après l'accident de Küsnacht. Moi je trouve ça moins bon, mais enfin
ça peut intéresser peut-être un certain public. Donc en fait, oui, il y a encore matière. Ah, Oui, parce que moi, j'ai un ami, on a un ami qui a, je veux dire, des archives extraordinaires. Bon, il habite Bruxelles, mais il a aussi l'une ou l'autre propriété en France où il y a aussi des archives qui sont un peu éparpillées. oui. Des archives du père, du grand-père, mais c'est surtout du papa. Il dit, il y a une mine d'or là-dedans, j'ai encore 3 vies, 4 vies, 5 vies à remplir parce qu'il y a des échanges, il y a des correspondances éblouissantes, quoi. Oui. En tout cas, je suis enchanté des archives et musées de la littérature. Je ne sais pas si le grand public connaît ça, donc ils sont hébergés par la Royale, mais ils ont leur espace. Et ils ne sont pas suréquipés. Hein. Et donc quand j'ai déposé pour traitement les archives de mon grand-père en 1991, 92, je ne sais plus, parce qu'il y avait beaucoup de choses de mon grand-père qui étaient dans la maison de ma mère. Bon, ils ont mis le temps à le faire, mais ils ont fait un très beau travail. Ils ont annoncé qu'ils avaient terminé ce travail des archives de mon grand-père il y a 1 an et demi environ. Et évidemment, ils ont des tas d'archives à traiter. Et je suis, s'agissant de mon grand-père, très content que ça ait été fait. Bon, un jour, cela viendra pour ma mère. Et j'ai confiance. J'ai confiance. On ira manger une fois avec Bernard Capras, alors. Je te dirai qui est Bernard Capras. Oui, je vois bien, c'est le président des archives et musées de la littérature. Je n'ai pas eu... Son livre là. Il a publié un roman chez Weyrich, oui. que je n'ai pas lu, mais donc je suis tout à fait ouvert à le rencontrer. Eh bien Renaud, je suis très heureux de t'avoir reçu. Il y a une richesse là que nous allons faire découvrir à nos amis. Si on veut se procurer l'ouvrage, Alors, ce livre est en dépôt dans certaines librairies telles que Tropisme. Et pour le reste, si on veut acheter l'ouvrage, on peut s'adresser à moi-même ou à ma sœur. Mon adresse c'est Renaud de Nuit en une fois, @hotmail.com. Donc pas de point entre Renaud et de Nuit. C'est fastoche, comme disait. ça je le mettrai en générique. Et voilà, et alors on arrange les choses comme ça. Voilà, il reste une trentaine. On a déjà faire un retirage chez l'imprimeur. Hein. Succès, c'est bien, formidable. Voilà, alors voilà. Je te remercie beaucoup. Mais voilà, c'était un bonheur de parler de tout ça. Et Effectivement. avec l'empathie et la simplicité qui caractérisent les entretiens chez toi. Merci aussi les gens qui nous auront regardés et écoutés. Voilà, bon après-midi à tous. Bon après-midi. Une étoile a glissé dans l'herbe. La luciole vole au ciel. Cri d'été, ronron du soleil, lueur et bruit dansent en cercle. Cigale, ô nuit grésillante, l'aube assourdit vos pâmoisons. Quand la brume, offerte au silence, et palpitante d'ultrasons,